à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Encore des commentaires. Hermès, tu t'es planté. On va en parler ensemble, bien évidemment, vous avez raison. Et je prends effectivement ces commentaires avec la plus grande attention. Et je vous remercie d'ailleurs de prendre le temps de regarder les vidéos et de m'écrire un commentaire. Je prends un réel plaisir à les lire, qu'ils soient positifs, très positifs, négatifs ou parfois blessants, mais ils sont extrêmement rares. Donc je vous en remercie, on est une communauté formidable et j'espère qu'on va pouvoir la faire grandir jour après jour dans cette bonne ambiance et dans la bienveillance. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, bien évidemment. On verra effectivement quelques éléments que je vous avais donnés il y a quelques mois maintenant et que finalement ce n'est pas dérangeant et ce n'est pas différent. Également, est-ce qu'on va finir par s'en prendre une belle derrière la tronche? Ben oui, on va finir par prendre une belle derrière la tronche et vous allez voir un petit peu comment on pourrait la jouer. Moi, personnellement, je ne cours pas derrière un TGV et je me mets encore moins devant un TGV. Le momentum est très fort. Et on sait d'où ça vient. Ça fait plusieurs jours maintenant, voire semaines qu'on en parle. Ça vient clairement des ETF au compte en Bitcoin, avec des afflux financiers qui sont quand même assez remarquables. Je m'y attendais pas, dès lors on est au-dessus du consensus, au-dessus des attentes, et le cours en fait nous donne cette représentation par rapport à ces afflux d'argent frais. Maintenant, à savoir, est-ce que tout le retail est enfin rentré? Est-ce que ça y est, c'est l'euphorie et tout le monde va s'engager? Actuellement, on ne le voit pas. Et on reprendra par rapport à une phrase que je vous avais dit il y a quelques mois, on a besoin de personne pour aller jusqu'aux 53 000 $. Et finalement, avec les ETF au compte en Bitcoin, avec leur acceptation, on aurait presque dû être bien au-dessus, pour être tout à fait honnête avec vous. Et actuellement, on ne l'est pas. Donc on va essayer de regarder un petit peu ensemble les datas que nous avons sous les yeux, comment on va pouvoir le théoriser, et évidemment essayer de jouer des replis si on souhaite jouer la contre-tendance. Mais je le rappelle, la contre-tendance est le trading le plus difficile, le plus ardu à manœuvrer. L'idée de vouloir vendre et racheter moins cher ne fonctionne pas. Vouloir shorter un marché qui est en train de s'élancer tel une fusée, c'est extrêmement dangereux. Dès lors, on peut se hedger. Toute une partie de notre capital d'investissement, ce n'est pas complètement délirant. Le momentum est extrêmement haussier. Ne reste que périls de malheureusement voir nos économies se diminuer, on pourrait le dire comme ça, sans pour autant complètement partir à zéro, c'est pas du tout l'objectif. Le hedging, c'est plutôt de ne pas percevoir l'intégralité d'une hausse promise visuelle que nous pouvons avoir par rapport au cours. Et personnellement, je suis très peu engagé sur Bitcoin. Donc actuellement, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément Bitcoin, c'est surtout les autres. Et il y a quand même des choses qu'il faudrait dire par rapport aux autres cryptos qui ont actuellement un momentum extrêmement haussier. Et je vais vous parler ici encore une fois de Grayscale, à l'instar de GBTC, mais d'autres crypto-monnaies qui sont réparties dans cette fiducie. On va parler de tout ça, on va prendre le temps d'en parler, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Utilisez-la, pourquoi pas vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On est plutôt investisseurs chez les rois et il semblerait que cette stratégie prenne encore une fois tout son sens aujourd'hui si on était paisiblement investi depuis quelques mois, voire années maintenant, et on commence d'ores et déjà à prendre des profits. Je vous le montre très régulièrement sur la table des rois. Vous avez tout sur le Discord des rois du marché, lien dans la description, et vous pouvez faire comme moi, mettre en place un capital d'investissement. On avait parti sur une idée de 10 000 $, c'était en janvier 2022. Aujourd'hui, on est en positif, malgré le fait qu'on est parti jusqu'à moins 37% par rapport au capital investi. On a un cash disponible de 35%. Est-ce que celui-ci va être réalloué? C'est le but du jeu, mais on le fera sur des prix peut-être moins valorisés, les fameux moins 30%. Mais ils peuvent arriver dans 100%. J'achèterai toujours dans moins 30%. Toujours des replis sur des flux haussiers, sur des corrections de marché. C'est toujours exactement la même chose. Donc on est très content de l'observer. On a pris quelques profits sur quelques cryptoactifs. On peut parler de Avax. Première surprise, on peut même parler de Dogecoin, une énorme surprise. Dernièrement, c'était Link qui nous a proposé un 110%. Donc je continue à grappiller mon capital d'investissement, en tout cas à renforcer ce capital d'investissement vers du cash pour y diriger de nouveaux investissements, tout simplement. Donc ça peut être sur des ICO, ça peut être sur des sites, ça peut être sur des pre-sales, ça peut être sur des actions. On peut faire naviguer nos propres capitaux. L'objectif pour moi, c'est toujours le même, c'est d'accumuler plus de Bitcoin et de surperformer le marché. Et à quel point c'est difficile de le faire, surtout lorsqu'on voit actuellement Bitcoin faire un petit peu cavalier seul. Mais c'est pas grave, on va en parler de tout ça. On est actuellement toujours en haut de ce canal ascendant, donc on avait éventuellement des plaies, des biseaux, des trendlines baissières, et on voit en fait que ça fonctionne plutôt pas mal, mais le momentum est extrêmement haussier, donc moi je bouge pas mes trendlines, mes parallèles je les bouge pas, parce que si on a en fait des recrudescences
si vous voulez, ou des fractales qu'on peut retrouver dans le passé, ça semble plutôt bien fonctionner. Donc on voit ici par exemple sur des petites bougies endéliques, on va chercher une zone de rechargement de vente logique très court terme, potentiellement pour tenter d'encadrer un dead can bounce avec des réintégrations et une perte de momentum. Clairement c'est pas ce qu'on a observé. On se fait squeeze notre zone de rechargement de vente logique très court terme ici. Donc on l'enlève, mais on voit que ça fait une petite office de résistance, une résistance extrêmement furtive, j'ai envie de vous dire, et on va chercher les objectifs plus hauts, on vient chercher le haut de ce canal ascendant, et vous voyez, c'est assez magique. Honnêtement, je ne le bouge pas. Reprenez des vidéos précédentes, et on est en train de clôturer exactement, on a clôturé la bougie d'hier exactement sur ce haut de biseau ascendant. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va repartir dans les enfers? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il faut shorter ici? Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut prendre des TP. Si vous étiez en longue depuis la déviation, je pense que là, vous avez pris quasiment l'intégralité de vos TP. Maintenant, range trader, mettez-vous en place. Les range traders se sont mis en place. Ils ont essayé de pousser le prix en dessous des 50 000 ou 49 000 $ à ce moment-là. On s'est fait déborder. Range trader, vous êtes sortis. Et on est en train de constituer quelque chose de différent de ce qu'on avait potentiellement visualisé hier. Je vais vous en parler. C'est notre petit diamant de sommet. Donc oui, il y a des diamants de sommet ou des diamants de bottom, si vous voulez, de structure haussière sur ces diamants. Et vous avez aussi des diamants de continuation. Bon, c'est toujours la même chose, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour les bears, pour les bulls et pour les neutres, donc c'est toujours la même chose. Le plus intéressant, c'est de suivre la tendance, c'est de suivre les flux. Les flux sont haussiers, difficile de se mettre contrepartie de ces flux haussiers, même si on voit que les fundings se sont décrochés à la hausse, et on le regardera un petit peu tout à l'heure au niveau de l'order flow. Donc ceci, on l'élimine. Encore une fois, on n'essaye pas d'anticiper des actions de prix, on attend des confirmations. La confirmation d'un diamant de sommet, si on devait l'observer, c'était quoi? C'était qu'on vient de rebondir sur cette trendline ici, qu'on vient rechercher un premier arrêt ou une zone de volume profile, donc un consensus entre les bulls et les bears en milieu de range, là où c'est le plus compliqué de pouvoir se positionner, éventuellement d'aller chercher une trendline baissière avec un décamant, redonner une tendance baissière court terme, si vous voulez, avec des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents, un breakout baissier, un pullback et on joue les accélérations baissières. Donc confirmation, acceptation, pullback et on prend l'accélération ici pour aller chercher nos objectifs des 32 000 $. Donc on avait le temps. Et c'était exactement la même chose pour l'inverse. On aurait très bien pu faire exactement la même chose. On vient chercher un petit peu au niveau de ce milieu de range, on fait le pullback, on revient chercher, et puis finalement, on traverse par le haut. Donc confirmation, acceptation, on joue l'accélération. Avec des ratios de A pour 1, avec des AB égale CD, et avec des plaies de continuation si on voulait l'avoir. Bon, finalement, on s'est fait complètement squeeze, je l'ai vu, donc je vous en ai parlé. Maintenant, on voit autre chose. Et c'est exactement le même principe. Est-ce qu'on joue debout sur la table parce qu'on vient de le voir passer devant nos yeux? Absolument pas. On attendra exactement la même chose. Donc qu'est-ce que c'est qu'on est en train de voir? Ça se produit extrêmement souvent sur des marchés extrêmement spéculatifs et volatiles. Ce sont des biseaux d'élargissement. Voilà, vous pouvez appeler ça aussi des porte-voix si vous voulez. Bon, on tire par rapport à nos touchettes ici, une fois, potentiellement 2 fois ici par rapport à des clôtures de bougies, 3 fois, on peut même le mettre comme ça pour aller chercher nos 53 000 $, on les attend si patiemment. Donc personnellement, je ne les ai pas joués, ces 53 000 $, mais le momentum est bien plus fort que je ne l'avais espéré, et je suis très heureux de l'observer. Et vous avez une espèce de biseau d'élargissement sans précédent. Donc derrière, on peut très bien continuer à pousser ce momentum. Et après, qu'est-ce qu'on fait ici? Potentiellement une forme de latéralisation, et puis on vient chercher des réintégrations. Réintégration sur des moyennes mobiles, réintégration par rapport à des para-range, réintégration par rapport à des trendlines haussières ou baissières, et puis derrière, on pourrait chercher l'opposé exact de ce biseau d'élargissement. Donc on revient un petit peu sur nos pattes aux alentours des 35 000, 37 000, voire 32 000 $, la target d'Hermès, et puis par rapport à ces para-range, pullback, on irait chercher l'objectif que je me suis personnellement fixé dans ce range actuellement qui tente d'être invalidé, mais j'attendrai ici des clôtures en mensuel, donc on n'y est pas, et je ne suis pas à l'abri de voir Bitcoin se retrouver en dessous des 35 000 $ avant la fin du trimestre. Personne ne veut le voir, mais il y en a qui le jouent jusqu'à preuve du contraire, et je pense que ce sont les market makers qui vont finir par le jouer. Maintenant, on ne peut pas maintenant l'anticiper, parce qu'on n'est pas en train d'observer ce que j'essaye d'entrevoir par rapport au narratif qu'on est en train de nous vendre vis-à-vis d'un momentum extrêmement haussier par rapport au flux financier qui rentre dans ces ETF Bitcoin. Je suis très surpris de la violence des ajouts de liquidités. Et on ne parle pas ici de retail, on parle ici de smart money et d'institutionnel. On le sait, il y a un verrou qui s'est levé par rapport à la SEC qui a accepté de rendre disponibles des ETF au comptant qui est directement lié, implicitement, voire directement, sur le supply de Bitcoin. Et on va le regarder sur quelques news que je vous ai sélectionnées, et c'est relativement révélateur de ce qui est en train de se passer. Dès lors, se mettre contrepartie de la smart money, moi personnellement, j'ai pas ce cran-là.
Voilà. Par contre, s'il commence à vendre, bah à ce moment-là, je me mettrai potentiellement contrepartie si je vois des éléments on-chain qui m'expliquent qu'il y a un changement de main qui est en train de s'opérer. Il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important. Si on veut que ça baisse, il faut si on veut des vendeurs, il faut que ça baisse. Eh oui, l'un va avec l'autre. Si on veut qu'il y ait des vendeurs, il faut que ça baisse. On vend quand ça baisse et on achète quand ça monte. Bizarrement, ça monte. Donc, de ratio, ça achète et ça achète pas qu'un peu d'ailleurs. Maintenant, oui, on est dans un avancement de surachat et on vient effleurer la survente ici. Finalement, il y reste que quelques jours et puis derrière, on se fait repousser dans nos cordes. Le momentum est extrêmement haussier. Oui, vous avez des divergences qui ont été confirmées avec une forme de consolidation. Les divergences, même confirmées, ne veulent pas dire chute, crack, baisse. Elles veulent dire consolidation. La consolidation, on l'a eu, qui se transforme en biseau d'élargissement ici. Donc il y a de nouvelles divergences qui sont en train de se mettre en place. Ces divergences peuvent être complètement squeeze. Si on fait un nouveau plus haut, on fait de nouveaux plus hauts, et on attendra une nouvelle consolidation, tout simplement, ou un affaiblissement au niveau du momentum, au niveau des volumes. Est-ce que les volumes sont décroissants? Oui, on l'observe. Il y a des volumes qui sont décroissants depuis quelques jours. Je me mets sur alors pas forcément sur Bitfinex, peut-être sur Coinbase, c'est beaucoup plus représentatif, je vais tout effacer. On voit ici, il y a des volumes qui sont de plus en plus décroissants. Par rapport à ce qu'on avait vécu lors des bottoms de marché, c'est complètement décroissant depuis maintenant plusieurs semaines. Alors oui, il y a des structures sur le volume, c'est plutôt intéressant de l'observer. Maintenant, la fête ne se fait pas sur les échangeurs, la fête se fait du côté des ETF. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils les achètent, je ne sais pas comment ils les achètent, je ne sais pas quelles sont les négociations qu'ils ont avec les différents échanges OTC, que ce soit du Binance, que ce soit du Coinbase, que ce soit du Bitfinex, que ce soit du Bittrex. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, à un moment donné, il y a des bitcoins qui sont achetés et en très grande quantité. Ce qui est très drôle à observer, c'est qu'il y a une forme de rétention du côté des mineurs, et ça, vous l'avez sur CryptoQuant. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, mon CryptoQuant. Il est, voilà, juste ici. Je vais me valider par rapport à ça. Hop, oui, non. On va essayer de les retrouver par rapport au mineur position index, le MPI. Actuellement, les mineurs, ils ne vendent pas. Donc, si eux ne vendent pas, partez du principe que la pression acheteuse, elle est tout simplement pas là. Donc, il va falloir retrouver du momentum, entre guillemets, baissier ici, avec une pression vendeuse du côté des mineurs, qui sont les principaux acteurs de pression baissière par rapport au marché, notamment par rapport à Bitcoin. Actuellement, on voit que c'est très faible au niveau des ventes de Bitcoin vis-à-vis des mineurs. Donc maintenant, si on voit des énormes bougies, peut-être que ce sera prémonitoire d'une forme de réveil des mineurs pour repasser dans un fonds de roulement positif ou payer les salaires et payer les machines, ou acheter de nouvelles machines. Petit salut à Bitmain singapourien, mais pour l'instant on ne le voit pas, donc il n'y a pas réellement de pression vendeuse. Hormis se mettre nous contrepartie par rapport à des flux financiers extrêmement acheteurs, je vois pas trop la pression vendeuse qu'il y a, et on le voit très très bien ici. Vous avez vous avez un open interest qui est en train de littéralement exploser. D'ailleurs, je vous fais une petite remarque par rapport à ça. On est actuellement à 10 milliards de dollars, donc je ne sais pas si ce sont des vrais chiffres, on peut partir du principe que ce sont quand même des vrais chiffres. Sachant que Bitcoin, c'est beaucoup valorisé, donc en fonction des valeurs, c'est beaucoup plus important qu'en termes de volume de Bitcoin, mais 10 milliards de dollars, si on revient à l'époque de 2019-2020, juste avant le crack Covid, il faut comprendre qu'on était grosso modo à un peu plus d'1 milliard de dollars de leverage actuellement sur Bitcoin. Et je parle de Bitcoin ici. Bon, ce qui est drôle, c'est que si vous reprenez à peu près à équidistance de ce qui s'était passé en 2019-2020, Bitcoin talonnait aux alentours des 10 000 dollars. Aujourd'hui, Bitcoin est à 50 000 dollars, donc x5, 1 milliard pour 10 milliards, x10. Donc on ne comprend pas qu'il y a une forme peut-être de surchauffe qu'on est en train d'observer par rapport à ce marché vis-à-vis des open interest qui sont plutôt dans une forme d'excès, j'aimerais dire. Dès lors, est-ce que ça peut faire un énorme short-squeeze pour tout dégommer à la hausse ? C'est pas forcément ce qu'on peut attendre. Pourquoi ? Parce que les fundings sont positifs. Et généralement, la contrepartie des acheteurs en levier d'achat, généralement quand ça monte, on a tendance à plutôt forcer sur la gâchette au niveau des leviers d'achat. C'est eux qu'on vient principalement chercher en premier avec des très gros drawdowns de liquidités. Et tout le monde criera la manipulation de marché. Oui, mais le marché se nourrit de ces liquidités. L'objectif, c'est qu'il se fasse le plus de pognon possible. On récompense un minimum de gagnants et on fait perdre un maximum de personnes. Je le dis, je le rappelle, le marché monte toujours avec un minimum de personnes, mais chute avec un maximum de personnes. La question à savoir, c'est est-ce qu'il est arrivé en haut ? Apparemment, rien ne l'indique. Donc, inutile de se mettre contrepartie par rapport à ces flux, parce qu'actuellement, le momentum est plutôt haussier. Donc, faites attention par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que j'invalide des scénarios baissiers. Ça ne veut pas dire que j'invalide des corrections. Moi, mes corrections, bien que Bitcoin peut faire un petit tour aux alentours des
des 53 000 $, même 55 000 $, même 60 000 $, j'achèterai encore les creux. Et toujours les creux. Hein, je pense que c'est extrêmement important de le visualiser comme suit. J'ai juste poussé ici au niveau de mon canal ascendant, puisqu'en fait, je ne prenais pas celui-là, mais finalement, c'est au niveau du range, du milieu de range, c'est juste parfait. Donc, j'ai juste tiré hier, comme ça, vous le voyez bien. On est en train de tenter des breakouts. Finalement, en faisant ça, on vient chercher le biseau ascendant plutôt par la hausse ici. C'est pas très différent de ce qu'on avait vécu en fait précédemment en 2019, en juin 2019. Alors oui, c'était un petit peu avant 2019 par rapport à la halving. Là, c'est un petit peu après. Qui est en retard, qui est en avance. On s'en fiche. On n'est pas là pour timer le marché. On est juste là pour essayer de valider et d'invalider des scénarios, qui soient bull ou qui soient bear. Actuellement, c'est plutôt bull. On part même presque dans une forme de parabolisme et partez toujours du principe qu'on revient très souvent chercher les moyennes mobiles. Bon, les moyennes mobiles, elles sont beaucoup plus bas, jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, j'utilise ces moyennes mobiles pour pouvoir recharger dans de l'investissement. Donc ça fait peut-être des chutes féroces, mais si vous voyez en fait des clôtures de bougies et toujours des clôtures de bougies, partez du principe que ces moyennes mobiles vont continuer à s'apprécier. Et j'achèterai donc ces creux. On finira par l'avoir, nos 30% de drawdown. À quel moment, en fait, dans tout le cycle haussier précédent, on a commencé à se dire « Ok, le bull run est parti ». Ça va peut-être vous surprendre, mais il est vrai que le momentum a été d'un seul coup extrêmement haussier, avec une prise de conscience généralisée par rapport à un bull run qui repartait de façon violente. Alors oui, ça a été très catalysé par rapport aux afflux de liquidités vis-à-vis de nos banquiers centraux, mais je vous le dis de façon extrêmement limpide, on a commencé réellement à repartir dans le bull run ici, par rapport au discours qu'on a eu. Ça paraît un petit peu loin par rapport à tout ce qu'on avait pris précédemment. Alors oui, on a fait près de 300% avant d'acter sur un consensus généralisé que le bull run était reparti. Bon, vous voyez que ce n'était pas forcément le meilleur moment, mais techniquement, on est encore loin de ces ratios d'augmentation et on a la possibilité d'aller chercher des moins 30, des moins 40 et des moins 50%. La preuve en est, quand on était parti chercher les 65 000 $, on avait pris du moins 55%. Et ce qui est très drôle, c'est que les bears, aussi bears qu'ils pouvaient être, partaient du principe qu'on devait aller chercher beaucoup plus bas. Moi, je m'étais repositionné ici, ça va peut-être vous faire sourire, mais je m'étais repositionné ici à levier pour aller chercher une continuation de flux. J'attends tout simplement de la latéralisation, des divergences momentum et de l'accélération par rapport à des flux et par rapport à un momentum qui était extrêmement haussier. Et je me rappelle très bien, puisque on n'était pas très nombreux à le jouer, celui-ci en juillet 2021. Mais je pense que à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où vous dites « Mais attendez, je suis le seul à vouloir jouer la hausse alors que ce truc est en train de partir dans une parabole et on est en train de nous expliquer qu'on est en train de rentrer dans un super cycle des crypto-monnaies et que tout le monde pense à 100 000 $, mais personne ne joue les 100 000 $. À ce moment-là, jouons-le. Il fallait prendre des profits vite puisque finalement, on ne les a pas atteints. Partez du principe que c'est à peu près ça qu'on peut éventuellement espérer. Alors c'est compliqué parce qu'on peut continuer à se décaler et d'arracher tout à la hausse. Oui, mais en même temps, je suis pas milliardaire et puis même si j'étais milliardaire, je ne shorterais pas le Bitcoin puisque je penserais plutôt à le vendre beaucoup plus cher, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. C'est un petit peu le but du jeu. On va faire quelques petites news et on va repartir dans cette un petit peu une rhétorique. Vous en avez quelques-unes. On va commencer avec Grayscale. La première chose à comprendre avec Grayscale, c'est qu'il semblerait que la pression vendeuse et les sorties de capitaux de Grayscale s'atténuent. Il faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'on est reparti dans le premium actuellement sur Grayscale. Alors oui, c'était facile puisque ça a été transformé en ETF, donc c'est du ratio quasiment 1 pour 1 et ça ne devrait pas beaucoup bouger. Un premium discount, logiquement, devrait rester très proche des zéros. Bon, c'est formidable d'observer. Maintenant qu'on a ça, est-ce qu'on ne peut pas voir d'autres cryptos, puisqu'on est en train d'essayer d'anticiper, et ce n'est pas une mauvaise chose, les ETF au comptant plutôt sur Ethereum, et beaucoup de voix continuent à s'élever pour dire que ça ne peut pas être refusé, et ça ne pourra pas être refusé. Voilà. Bon, actuellement, il n'y a pas toutes les parties prenantes du secteur des ETF et des gros portefeuilles, enfin des gros bonnets institutionnels sur les planètes, qui sont en train d'essayer d'introduire des ETF au comptant Ethereum. Mais ça finira par arriver, tôt ou tard, j'ai envie de vous dire. Dès lors, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder peut-être des paniers de devises ou d'autres cryptos, type du Proof of Stake, qui vont proposer demain un ETF? Et c'est clairement en fait ce qu'on devrait jouer aujourd'hui et ce que j'ai envie de jouer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les opportunités se créent dans le déni. Et actuellement, Bitcoin n'est pas dans le déni. Il est plutôt dans la surprise, j'ai presque envie de dire. Mais ce n'est pas le déni. Le déni, c'est toutes nos cryptoactifs préférés. Et si vous commencez à regarder du côté d'autres cryptoactifs qui sont actuellement détenus par Grayscale,
vous avez des discounts et des premiums qui sont juste délirants. Ça me fait sourire, mais on en avait déjà parlé, mais honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je comprends pas très bien. Mais actuellement, vous avez un Solana avec des parts qui sont aux alentours des $40 et ça se vend sur Grayscale $200. Bon, bah, vous prenez Solana, là, actuellement, et vous faites x4. À peu près simple. Mais en fait, c'est quasiment toutes les cryptos qui sont actuellement sur Grayscale qui sont dans un premium. C'est hallucinant, en fait, de l'observer. Je sais pas, je vous en prends... Bah, Link, on parlait de Link tout à l'heure. On va prendre Link. Link, actuellement, vous pouvez toutes les prendre comme ça. Hein. C'est assez représentatif. Même Basic Attention Token est en premium. Ils sont tous dans le premium. Actuellement, vous êtes à $20 la part. Derrière, actuellement, sur le market price au niveau de Grayscale, si vous voulez vous procurer du Link, vous le payez $85. Waouh, quasiment 4 fois et demi supérieur en premium. Bon, je pense que la fête, en réalité, nos yeux devraient être plutôt sur nos cryptoactifs préférés. Et c'est à ce moment-là que je me réinscris dans cette logique où on a le temps, si on prend la cyclicité des marchés et notamment de la cyclicité des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est Bitcoin qui lance la danse, et on voit que Bitcoin tente de lancer la danse. Ensuite, les stablecoins, et ensuite, nos crypto-monnaies préférées. Maintenant, revenons par rapport à ces crypto-monnaies, par rapport à ces stablecoins, pardon. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant et important de le rappeler. Actuellement, on est toujours sur ce marché et on est toujours les mêmes sur ce marché à voir en fait la capitalisation boursière des stablecoins complètement se dégrader. Donc on a vu un petit rebond, ok, et puis là on tente d'aller faire de nouveau plus bas. D'ailleurs on peut même faire travailler des divergences potentielles avec des réintégrations et pourquoi pas une accélération haussière. Pas la moindre idée. Maintenant si on regarde, l'analyse technique fonctionne très bien et les Fibonacci fonctionnent aussi très bien hein, sur ce type de structure au niveau de la capitalisation. Mais il faut bien comprendre qu'il y a encore 7% entre guillemets de stablecoins disponibles. Alors beaucoup sont loqués dans du yield farming, etc. Donc ça, je vous l'accorde totalement. Mais il y en a quand même une partie qui est disponible puisque ça bouge, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ce qui alimente la capitalisation boursière, bah, c'est l'ensemble des market cap de nos cryptoactifs préférés, notamment du côté des stablecoins. Et honnêtement, on est très loin d'observer ce qu'on avait observé notamment en 2021. Donc oui, il y a du mieux, oui, il y a une tendance, on pourrait presque considérer ça comme un dead cat bounce, si vous voulez, mais il y a pas encore ce raz-de-marée au niveau des stablecoins qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce raz-de-marée au niveau de la capitalisation sera la vente très probablement au niveau de Bitcoin. Donc Bitcoin va vendre ou va latéraliser, les stablecoins vont prendre et ça va être déversé par ruissellement dans nos crypto-monnaies. Et si on cherche à surperformer Bitcoin, bah c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait un petit peu tourner les yeux. Personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, je vais aller beaucoup plus loin parce que je pense que on ne sait pas trop où est-ce qu'on se trouve actuellement d'un point de vue macro, psychologique si vous voulez. Je vais vous le donner en mille. Je pense que c'est un exercice qu'il faut faire assez régulièrement, notamment par rapport aux recherches sur Google et sur les tendances de Google, buy Bitcoin, il n'y a pas plus limpide, ou buy Ethereum. Bon, il y a eu un petit soubresaut par rapport aux ETF, on est content de l'avoir observé et on repart un petit peu dans le néant. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va peut-être vous faire un petit peu flipper, mais c'est, je ne sais plus où que je l'avais récupéré. Voilà, c'est Axel qui l'avait proposé sur Twitter, je l'ai vu passer dans mon fil d'actualité. Did you join crypto recent the last years? En somme, ça veut dire, est-ce que vous êtes arrivé sur le marché crypto depuis 2023-2024 ou sur l'année 2023-2024? Vous en avez 7% qui disent oui, vous en avez 93% qui disent non. Vous voulez être dans le bull run, vous voulez vendre vos cryptos chers, bah, faudrait avoir 93% de oui et 7% de non. Actuellement, les gens qui potentiellement pourraient nous acheter nos cryptos plus chers, et c'est peut-être un petit peu méchant ce que je suis en train de dire, ils ne sont pas sur ce marché. Actuellement, ce sont des institutionnels qui se battent contre les institutionnels. Et j'ai presque envie de dire, actuellement, c'est plutôt de la smart money de l'institutionnel qui dirige du supply en très grande quantité vers des mastodontes de la finance mondiale. Commençant par BlackRock, sans le citer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En somme, si on doit prendre un bull run psychologique, il n'a pas encore commencé. Tel qu'on peut l'imaginer. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est est-ce que des gros portefeuilles qui achètent du Bitcoin à l'heure où je vous parle le vendent et vont le vendre en grande quantité demain? Non, parce qu'ils vont le vendre à eux. Évidemment. En grande quantité, sur une volatilité extrême et sur des décalages de prix complètement délirants. Et les décalages de prix peuvent être délirants pendant extrêmement longtemps. Je reprends par rapport à, pas forcément une boussole, mais plutôt un élément factuel qu'il faut regarder probablement jour après jour,
c'est clairement les entrées et les sorties au niveau de ces ETF au comptant. Il faut comprendre que lorsqu'on est content d'observer Saylor, qui achète pour 56 millions de dollars de Bitcoin et qu'on voit le Bitcoin prendre 2, 3, 4%, partez du principe que c'est 10 fois plus qui est en train d'être ajouté chaque jour en termes de pognon sur ce marché-là. Et je parle de Bitcoin et uniquement Bitcoin. C'est beaucoup d'argent. Je vous le dis franchement, l'espace d'un mois, c'est beaucoup d'argent. On parle ici, grosso modo, de 10 milliards de dollars d'entrée et 6 milliards de sorties. Donc ça fait grosso modo 4 milliards de dollars, 3-4 milliards de dollars d'entrée nette sur ce marché. Si vous prenez un ratio de 6-7, bah, c'est pas très compliqué. Grosso modo, ça nous fait un supply, presque une capitalisation en valeur réelle sur l'impact du marché entre... allez, on va essayer de le tirer de façon assez limpide. Ça fait peut-être 20, 25, 30 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire qui viennent s'ajouter à Bitcoin. Or, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on est plus près des 100, voire des 150 milliards de dollars. Donc, on joue ce narratif-là. Et ceux qui jouent ce narratif-là, ce n'est pas les gens qui rentrent. Ceux qui jouent ce narratif-là, c'est les gens qui y sont depuis très longtemps et qui réallouent des capitaux qui étaient pendant très longtemps plutôt dormants. Et donc, si ces gens-là jouent ce narratif, si ce ne sont pas des nouveaux entrants, à quel moment ils vont tourner la veste? Bah, lorsque ceci ne sera plus vert, mais sera plutôt rouge. Lorsqu'on ne verra plus des rentrées d'argent massives, voire quand on verra des personnes qui sortent. Alors, je pense que si on voit des personnes qui sortent leur argent des ETF pour vendre directement, il y aura clairement une pression vendeuse, c'est que le cours baisse. Et il faut que le cours baisse pour que les gens vendent. Ce qui permet d'accélérer des baisses. Et de nous propulser dans un enfoncement, et puis de survente ici. Mais on ne peut pas le jouer actuellement. On ne le voit pas, c'est haussier, ça achète. Donc, autant profiter du spectacle et tenter d'aller chercher les quelques petites crypto-pépites qui, actuellement, sont un petit peu sous les radars. Moi, je suis toujours en long, par exemple, sur Litecoin. Je suis très content d'être en long sur Litecoin. Je me dis que ce truc-là fait généralement des décalages de prix complètement délirants en l'espace de quelques semaines. Et on peut dire quelques semaines, on peut presque dire quelques jours. Je le joue, et je le joue à fond, ce narratif-là. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un tweet complètement délirant sur Litecoin qui vient de dépasser les 20 millions de transactions journalières. Enfin, si on parle d'une crypto plutôt bien capitalisée qui est complètement sous les radars, c'est clairement elle. Mais ça fait des mois que je le joue. Parce que j'ai des structures, parce qu'on a des creux et parce qu'on est dans des bonnes zones. On est complètement latéral actuellement sur ce type de crypto-actif. Et c'est ce que je recherche pour potentiellement tenter la surperformance. Voilà, c'est toujours la même mécanique, mon même narratif. Donc actuellement, c'est boule. Actuellement, ça achète. À coût de 500 millions de dollars de rentrée d'argent frais sur ce marché d'institutionnel. Et évidemment qu'il y a une pression acheteuse au niveau du spot Bitcoin. Et on regardera d'ailleurs combien ça représente aujourd'hui en termes de supply détenu par ces gros mastodontes. Ça aussi, c'est toujours extrêmement intéressant. Ça revient par rapport à Google qu'on vient de faire au niveau de la notoriété. C'est que Bitcoin est à 50 000 $, mais la demande ou la recherche au niveau de Bitcoin en termes de volume de prix de Bitcoin sur Google n'a jamais été aussi faible. Bon, bah, les gens s'en foutent. Et bah, c'est super, les gens s'en foutent. Laissons les institutionnels continuer à travailler avec eux et contre eux, hein, parce qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent avec ce marché. Tout le monde criera à un moment donné à la manipulation de marché. Non, on est en train tout simplement de le vivre. Actuellement, GBTC, c'est exactement la même chose. On commence à voir une forme de diminution de cette pression vendeuse. Donc l'hémorragie semble s'atténuer. C'est exactement ce que beaucoup d'analystes et d'influenceurs expliquaient sur YouTube et sur Twitter il y a encore une semaine en arrière. Ça semble se vérifier. La question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Et tant que ça dure, eh ben, vous serez très probablement dans le bon sens du train, plutôt à la hausse ici. Je vous remets toujours ça, c'est BitMEX Research, donc il faut le récupérer, et puis je vous le montrerai une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Regardez bien ça, je pense que c'est clairement catalysant. Au moment donné où on aura en fait un changement de paradigme par rapport à ce qu'on est en train de voir, on passe du noir au rouge ou du vert au rouge, à mon avis, on aura probablement nos corrections qui seront pas très très loin. Je vous montre juste un petit truc, une dernière news. Et j'ai pas envie de plus vous solliciter aujourd'hui, c'est Michael Saylor sur Bitcoin atteignant 50 000 $. Les gens commencent à se rendre compte qu'il y a 10 fois plus de demandes de Bitcoin via ces ETF. Bon, en gros, il fait pas l'apologie des ETF ou des institutions financières, et peut-être un regard un petit peu changeant par rapport à Saylor, parce qu'on le prend comme le gourou de la crypto-monnaie et plutôt Bitcoin, un grand maximaliste Bitcoin, mais partez du principe qu'il est très content de voir ce qui est en train de se passer vis-à-vis des ETF au compte en Bitcoin. Donc lui, l'objectif, c'est d'en avoir aussi un petit peu, voire beaucoup, de son côté, et on le voit très bien par rapport à la valorisation de sa société MicroStrategy, mais comprenez-le qu'ici, c'est une question de gros sous. Puisque je pense que si
Michael Saylor était réellement le garde-fou du développement de Bitcoin et de sa philosophie et de la transmission de son idéologie. Et je pense qu'il insulterait en fait les ETF au comptant Bitcoin. Je pense qu'il ne voudrait pas les voir, ces ETF au comptant Bitcoin. Or, je n'ai pas eu vent d'un discours tel quel venu de la bouche de Saylor. Bon, à un moment donné, il n'est pas, comme beaucoup, différent des autres. C'est une question de gros sous. Ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça veut juste dire que si on doit partager cette philosophie de Bitcoin, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt une excitation et une euphorie très passagère par rapport à les datas que nous avons sous les yeux. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Je finis sur une petite news, comme ça je vous donnerai, peut-être je vais vous apprendre quelque chose, sans pour autant tordre le cou aux idées reçues. Les ETF Bitcoin Spot, ils détiennent désormais 3,5% des BTC en circulation. Premier lieu, ça va peut-être paraître peu. 3,5% des bitcoins en circulation qui sont détenus en l'espace d'un mois. Alors, pas d'un mois, un peu plus, parce qu'en fait, il y avait déjà 2,5% du supply qui était alloué à Grayscale. Donc ça fait longtemps qu'on a dépassé les 2,5%. Donc on rajoute 1% au niveau du supply de bitcoin disponible. On parle ici de 21 millions de bitcoins disponibles ou créés à jamais, dont grosso modo 8 millions qui seront à jamais perdus et qui seront probablement jamais récupérés. Donc on peut quasiment diviser presque le truc par deux. Donc on peut dire qu'ils ont 7% du supply disponible aujourd'hui, ou en tout cas accessible, pas disponible, accessible. Je pense que c'est un meilleur mot, parce que si on dit disponible, on est plus près de 2 millions. C'est pour ça que je répète qu'on n'est pas à l'abri d'un choc de demande qui peut arriver de façon extrêmement violente si on a une prise de conscience du retail qui viendrait sur... Alors, rassurons-nous, on le verra arriver. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, puisque ça, les data on-chain, on les verra, notamment sur la création de nouvelles adresses Bitcoin, etc. Ça, on le verra très très bien. Ce que j'ai juste envie de vous donner comme tips, peut-être comme réflexion, c'est que si on doit comparer l'exact gold par rapport au Bitcoin comme un gold 2.0, si vous ne saviez pas combien les ETF au comptant gold détiennent en termes de supply, donc en termes de quantité d'or physique dans les ETF, je vous le donne en mille, c'est moins de 0,8% de la quantité d'or disponible sur la planète. Donc les ETF au comptant gold, c'est moins de 0,8% de l'or physique disponible sur la planète. Avec Bitcoin, on est déjà à 3,5. Vous imaginez un petit peu la différence en termes de cette impondérance par rapport à cet actif numérique qui très probablement attise bien plus les convoitises qu'on ne pouvait l'espérer et qu'on ne peut le penser. À ce moment-là, on essaie de se positionner. Si vous êtes plutôt côté Bitcoin, jouez les tendances et attendez les creux. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai. Et je suis quelqu'un de très patient. Je suis là encore pendant 10 ans. Et partez du principe que dans 10 ans, on devrait voir des creux, très probablement. Et sinon, essayons de le superformer, d'aller chercher des bons narratifs. On va en parler tout au long de cette semaine par rapport à des cryptoactifs qui, aujourd'hui, sont un petit peu sous les radars et dans le déni de la grande majorité. Ciao.